Vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous sommes le 24 octobre 2022 et c'est l'épisode 294. On va parler de plein de choses. On va parler de Meta qui est obligé de revendre Jiffy, non pas l'enseigne de distribution de produits pas chers et pas très écologique d'ailleurs je pense, mais bien l'outil, la plateforme qui diffuse les gifs, les images animées. Google qui tire à trait sur certaines activités pour se rationaliser. Twitter encore est toujours confronté à un avenir pour le moins incertain. Starlink qui pourrait peut-être remplacer un jour les technologies de géolocalisation comme le GPS ou Galileo. Et puis on aura une chronique basée sur l'intelligence artificielle cette semaine qui mettra en lumière les deepfakes qui pourraient arriver peut-être demain, ou enfin après-demain, à l'avenir en tout cas chez Apple. La colorisation des images, on en avait déjà parlé mais on va vous en reparler un petit peu avec des services qui font l'actualité. Microsoft qui pourrait devoir affronter un nouveau défi avec l'algorithme Copilot qui assiste les développeurs. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve celui qui a patiemment assemblé ces différentes actualités que nous allons partager ensemble, brique après brique, telle une composition de Lego remarquable. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Ça va très bien, je suis le bénédictin de la tech. Oh, c'est beau. Merci beaucoup, Guillaume. Donc oui, plein de sujets qui vont se recouper les uns les autres. Pas une grosse tendance, je pense. En tout cas, pas autant que dans d'autres épisodes de Tech Café que vous avez entendus. Donc c'est aussi sympa d'être très varié. Merci beaucoup, avant qu'on aborde tous ces sujets, à Philippe qui a souhaité réévaluer sa participation et son abonnement à Patreon. Oui, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que Patreon, qui est une plateforme de socio-financement, est tout à fait disponible pour être bloqué pendant un temps donné si vous souhaitez plus participer, ou au contraire vous permet de réévaluer votre participation. Tout cela est assez souple. Le fonctionnement, il est super simple, c'est que Tech Café, c'est un podcast évidemment gratuit, mais on met à votre disposition donc cette page patreon.com/techcafé. Vous considérez que notre travail pour préparer et diffuser Tech Café mérite une rémunération de votre part. Vous seriez ennuyé si les épisodes n'arriveraient plus demain dans votre app de podcast chaque semaine. Vous pouvez tout simplement donc contribuer au financement en versant une toute petite somme chaque semaine. Profitez en contrepartie des épisodes sans la pub. Rien de plus simple. Je vous rappelle l'adresse patreon.com/techcafé. On a des avis sur Apple Podcast, on en a un petit peu moins qu'on en a eu ces derniers temps, donc si vous voulez être cité en intro des futurs épisodes, n'hésitez pas à aller déposer votre petit commentaire. C'est le sentiment Club Dorothée, tu sais, quand il y avait ceux qui participaient au je sais pas comment il s'appelait, le Club d'eau, je sais plus, et en tout cas t'avais ton nom et il apparaissait dans le générique des émissions, c'était chouette. Donc là peut-être c'est un petit peu ça aussi quand vous déposez votre avis sur Apple Podcast. Il y a MacGrégré en tout cas qui a déposé un avis, il dit: je recommande fortement l'écoute de ce podcast pour rester informé des principales actualités tech. Les sujets sont variés et très bien expliqués. Bravo aux créateurs. Et en fait, ce qui est bien, c'est que MacGrégré, il profite de cet avis pour nous poser une question et nous interpeller, Guillaume, ou plutôt nous suggérer des sujets. Un éventuel sujet à traiter, celui des CAPTCHA, qui a déjà été évoqué, il me semble, avec la CNIL qui a épinglé Google reCAPTCHA. Alors j'avoue que je suis passé complètement à côté, moi, mais on pourra en reparler évidemment. Cloudflare lance son service Turnstile en bêta. Beaucoup en parlent comme étant le remplaçant de Google. Avez-vous un avis sur son côté RGPD? Parce que l'on envoie ces données à Cloudflare. Est-ce vraiment mieux? Les alternatives telles que HCAPTCHA ou Friendly CAPTCHA sont-elles à recommander? Quel est votre point de vue là-dessus? Moi, personnellement, je trouve que ces CAPTCHA sont de toute façon un enfer, sont une vraie réponse à une mauvaise réponse à un vrai problème, mais on n'a pas trouvé mieux. Et j'imagine effectivement qu'il y a du challenge dans ces services. Je sais pas si c'est un sujet que tu as beaucoup suivi, toi, Guillaume, le monde des CAPTCHA comme ça. Pas sous l'angle RGPD. Moi, c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé des CAPTCHA comme manière au fait de faire du social, de faire de nous des Mechanical Turk quelque part. Hein. C'est-à-dire qu'on répond à des questions pour entraîner des machines. Pendant longtemps, ça a permis d'entraîner des intelligences artificielles à reconnaître des choses difficilement lisibles, tu sais. Ça a permis de faire des sets de données, en fait. Quelque part, c'était rentabilisé comme ça aussi. Ça fait un petit moment que j'ai pu regarder ces histoires de CAPTCHA, en particulier pas sous l'angle de la vie privée, mais c'est vrai que ça pourrait mériter ça pourrait mériter un petit dossier, effectivement, un jour, peut-être, pourquoi pas. Défi qu'on relèvera MacGrégré, et puis si comme lui en tout cas vous pouvez évidemment évaluer Tech Café dans votre app de podcast et
ce partout dans le monde. D'ailleurs, j'aime bien, on prend un énorme plaisir, je pense avec Guillaume, de voir que vous nous écoutez depuis d'autres pays. C'est très très riche pour nous. On est impatients, en tout cas, donc de lire vos nouvelles évaluations sur votre app de podcast favorite. Vous pouvez aussi, je vous le rappelle, commenter les articles qui accompagnent la publication des épisodes sur techcafé.fr et puis également discuter avec nous et entre vous sur Discord, où je raconte dernièrement mes mésaventures avec mon vélo pour aller au travail. C'est vraiment des mésaventures très très low-tech, mais qui sont rigolotes à raconter, et c'est très sympa d'avoir vos retours. J'ai des recommandations, Guillaume, de selles plus confortables que la selle de mon vélo. Je me pencherai sur le sujet dans les semaines à venir. Sans autre forme de procès, on a donc toute une série de petites news. Je me rappelle, il y a pas très très longtemps, Guillaume, je t'avais posé une question. On avait abordé un thème lié à la concurrence et au fait que différentes autorités de la concurrence dans différents pays avaient à s'exprimer sur des rachats de services, et je me disais en fait parfois pourquoi est-ce que des autorités de la concurrence de pays autres que par exemple les États-Unis ont à se prononcer sur des rachats de services américains entre eux. Ça me paraissait un peu bizarre. J'ai appris avec le temps à quel point d'une part c'était évidemment nécessaire, mais surtout j'ai compris un petit peu mieux pourquoi. Mais en tout cas on reparle de ce sujet, Guillaume, parce que là c'est l'autorité de la concurrence britannique qui se prononce de manière définitive sur le rachat par Meta de Giphy. Ben oui, parce que vous vous souvenez sans doute qu'en 2020, Facebook, à l'époque, il me semble encore, avait racheté Giphy pour 400 millions de dollars. Donc à cette époque-là, les GIFs étaient à la mode. Et oui, c'est vrai. Giphy est un moteur de recherche de GIF animé bien connu. Voilà, mais pas seulement d'ailleurs. Giphy affichait aussi des pubs. Bon, comme tout le monde, ce n'est pas forcément extrêmement étonnant, mais bon. Donc à l'époque, Facebook était déjà bien gros, et l'acquisition avait déjà fait lever les sourcils métaphoriques des régulateurs, en particulier des Anglais de la CMA, donc la Competition and Market Authority. Donc Meta avec Giphy aurait un levier de plus pour attirer ses victimes dans ses filets, en privant potentiellement ses compétiteurs de l'accès à cette manne inépuisable de trucs de boomer, comme disent les jeunes de 2022 désormais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ça passe vite, tout change. Donc Facebook, c'est déjà 73% du réseau social en Grande-Bretagne. Bon, donc ça suffit. Pire encore, si on veut, ou mieux, je sais pas. Giphy était sur le point de s'épanouir aussi en tant que distributeur de pubs, comme média publicitaire et même à l'international. Donc c'est très surprenant, ça. C'est effectivement. Donc le rachat prive les Anglais d'une diversification bienvenue dans le secteur des pubs qu'on leur affiche. Bon, trusté de toute façon par les grands noms habituels. Donc voilà, en 2021, la CMA avait déjà dit qu'elle n'était pas d'accord. Meta a fait appel. Ils viennent de perdre. Meta a fait savoir qu'il était, je cite, très déçu. Et Giphy aussi, en fait, il est très très déçu parce que pendant le jugement, il a essayé d'inciter à tout prix. La Cour a plutôt imposé des conditions de bonne conduite, des contraintes à Meta plutôt que de le forcer à revendre. Parce que Giphy, elle n'a pas envie d'être vendue non plus. En 2 ans, comme je l'évoquais donc sans subtilité aucune plus haut, le GIF animé s'est passé de mode. Ça veut dire que Giphy se revendra sans doute moins cher que son prix d'achat. Ça veut aussi dire que potentiellement beaucoup moins de monde sera intéressé et que les acheteurs potentiels pourraient être pas particulièrement pertinents. C'est-à-dire, par exemple, Google et Snap ont déjà racheté les leurs, quoi. Ils ont racheté leur boutique GIF. Je me souviens plus les noms, honnêtement, mais bon, ils ont racheté leur propre boutique GIF. Et donc, pour eux, c'est bon, la clientèle de TikTok, justement, c'est les jeunes qui sont donc pas intéressés, donc ce serait très étonnant. On se demande un petit peu où est-ce que Giphy va se retrouver, le pauvre, je sais pas, il va se retrouver chez un fonds de pension, ou peut-être pire, chez Oracle. Bon, au-delà du cas particulier, la conclusion de cette affaire, c'est que ça peut inquiéter un petit peu tous, Il est possible de forcer une boîte à annuler une acquisition même plus de 2 ans après le rachat. Du coup, ça veut dire que personne n'est à l'abri. Et Microsoft est aussi dans le viseur de la CMA, avec son acquisition d'Activision, pour un montant d'ailleurs qui fait passer le rachat de Giphy pour une promotion Lidl. Après ça, on peut donc se demander si ça sera finalement conclu un jour, du coup Activision, Microsoft. Et la CMA n'est qu'une des instances mondiales qui scrutent désormais toutes les affaires des grosses boîtes tech. Donc c'est un très gros coup pour Giphy, c'est aussi un avertissement très clair pour Meta, Bon, heureusement, il y avait aussi une bonne nouvelle quand même cette semaine pour Meta. La perspective de scandale avec The Wire semble s'éloigner. Je vais juste en toucher 2 mots très rapidement parce que dans le supplément le week-end, j'avais voilà. C'était pas clair cette histoire, au stade où on l'a abordé, ça manquait encore de précision ce sujet. Ouais, ça venait d'émerger et je me dois de faire une petite mise à jour très vite. Un grand journal indien avait accusé Meta de permettre au gouvernement de censurer des gens sur Instagram. Donc ils avaient présenté des preuves pour étayer ça, qui se révèlent finalement très contestables. Et de manière assez intéressante, elles semblent avoir été fabriquées spécialement. Il y a un compte qui semble avoir été créé dans l'outil interne de Meta,
spécialement pour l'occasion. C'est Google Workspace. Pardon, c'est pas Google, c'est Facebook Workspace. Facebook, voilà, c'est pas exactement, je crois, l'outil interne, mais c'est l'outil qui est proposé pour les entreprises pour leur espace d'échange interne. Tu vois la subtilité? Modérément, mais ouais, ok. Une entreprise peut souscrire à Facebook Workplace pour remplacer son intranet par, en gros, et donc je suis pas certain que c'était le Workplace interne de Meta. C'était un Workplace. D'accord, c'était Workplace Meta. C'était pas clair du tout. Moi, j'avais interprété ça comme c'était interne à Meta. Bon, écoute, enfin, tout ça est très flou. En tout cas, ça pose d'autres questions. Mais bon, Meta semble disculpé pour le moment. Tant mieux, ouais, c'était un petit peu ce que je voyais entreapercevoir vu l'état des preuves, mais bon, c'est quand même bizarre que des journalistes puissent, parce qu'a priori, quand tu lances ce genre de sujet, c'est un peu vérifié, c'est un peu travaillé. Oui, j'imagine qu'il y a des journalistes laxistes, mais enfin, je pense pas que ce soit de l'enseigne. Est-ce qu'il n'y a pas eu manipulation derrière tout ça? C'est bizarre cette histoire, hein, ça sent vraiment très très étrange, et je suis sûr qu'on en reparlera par la suite. Pour info, je revérifiais, c'est Tenor, la plateforme de GIF de Google. J'avais plus le nom en tête, mais c'est vrai que Giphy reste emblématique. C'est quand même rigolo de voir que aussi, qui avait été racheté Giphy4. Ouais. Giphy4, c'était peut-être par Snap, je sais plus. Par Snap, je crois, du coup, effectivement. Et c'est rigolo quand même de voir que les GIFs ont été un moyen de communication et qui, évidemment, s'est pas mal répandu sur les internets d'il y a de ça de nombreuses années, qu'il est passé de mode. Il y a eu Flash, il y a eu pas mal d'éléments interactifs qui l'ont remplacé. Et c'était vraiment devenu un peu has-been. Et c'était redevenu vraiment quelque chose à la mode. Il y a de ça, du coup, quelques années. Donc, une seconde vie. Mais petit à petit, on s'est rendu compte effectivement que s'exprimer en GIF a tendance, par exemple sur Twitter, à catégoriser son auteur comme étant un peu un boomer. Alors je suis désolé parce que moi j'utilise encore beaucoup les GIFs, donc voilà, ça vous donnera une idée de mon âge parce que j'utilise encore les bons vieux messages GIF. Moi j'aime bien. Mais oui, mais continue à bien aimer, dans 20 ans ce sera revenu. Voilà, c'est ça. Je serai plus has-been dans 20 ans quand la nouvelle hype arrivera. Allez, on va faire un tour du côté de chez Google parce que Google se heurte vraisemblablement à des difficultés sur le plan financier parce que Sundar Pichai, le big boss de Google, avait déjà exprimé le fait que grosso modo, il va falloir se mettre à bosser un petit peu. Je le résume énormément, hein, mais c'est un petit peu comme ça qu'on avait abordé les choses. Et force est de constater qu'il y a au moins une volonté de rationalisation. C'est un article et c'est une enquête qui est parue, Guillaume, tu t'appuies sur un article en tout cas d'Ars Technica qui relaie des éléments qui semblent provenir de l'interne sur les éléments stratégiques de Google. Oui, bon, parler de grosses boîtes qui se font du souci, Google il se fait du souci, voilà, il est assez inquiet. Le marché du smartphone est un peu volatile ces derniers temps, de son point de vue en tout cas. Les parts de marché de Samsung baissent quand Apple par contre atteint des sommets aux États-Unis, à plus de 50%. Donc ça devrait pas trop l'inquiéter parce qu'ils ont un accord avec Apple pour faire de Google le moteur de recherche par défaut sur iPhone. Sauf que justement les temps changent et avec cette ambiance antitrust tout azimut là, Sundar Pichai est pas rassuré. Si un jour la FTC ou quiconque se penche sur ce deal et décide qu'il est anticoncurrentiel, et Bing ou DuckDuckGo pourraient avoir des arguments, je veux dire, c'est pas terriblement difficile, ce serait la cata. Donc si un jour les iPhones cessent d'afficher les pubs Google, là ils sont un peu mal. Donc Apple est un problème, et pas seulement pour iMessage, mais aussi pour iMessage. La puissance de Samsung s'érode un peu, donc Sundar Pichai a décidé de mettre un peu les bouchées doubles sur ses propres appareils, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et bon, comme on est en période de vache maigre, les fonds attribués aux pixels vont manquer à d'autres branches. Donc il y a Google TV et Google Assistant qui vont voir leur effectif réduit, par exemple. Bon, ils vont pas disparaître, mais ils vont voir leur effectif réduit. C'est finalement que les derniers d'une vague de réduction de voilure assez sévère quand même. Il y a eu la mort subite de Stadia, qui est encore synonyme de syndrome de post-traumatique pour beaucoup de développeurs, voire d'employés de Stadia, qui ont appris la fermeture des news en même temps que vous et moi, c'est assez spécial. Avant ça, Google a renoncé à faire des Chromebook Pixel aussi, s'est débarrassé de Project Loon, il a fait un spin-off, et encore avant ça, on avait aussi parlé du grand ménage qu'il y avait eu dans l'incubateur Project 120. Donc voilà, l'ambiance est à l'économie. La bonne nouvelle, c'est que Google a décidé d'investir dans ses téléphones et autres appareils Pixel, et donc de venir prendre plus de parts de marché, et bon, comme ce sont des bons téléphones, finalement c'est pas une si mauvaise nouvelle, c'est pourquoi pas. Ce qui est hyper intéressant dans l'article d'Ars Technica au passage, c'est pas les seuls à faire cette analyse-là, mais c'est de souligner noir sur blanc à quel point on peut se
posé aussi la question de la manière de rentabiliser l'assistant en fait Google, dont l'objectif est de donner des réponses sans surcouche, sans éléments de pub. On avait abordé ensemble peut-être à l'avenir la possibilité d'avoir des assistants, des assistants vocaux qui commenceraient à te dire la réponse à votre le chat fait miaou miaou. Voulez-vous acheter des croquettes et donc Friskies vous conseille des croquettes au foie. Compte tenu de l'âge et du poids de votre chat, nous vous conseillons. Mais pour moi, cette décision, elle est intéressante. Et au passage, c'est rigolo de souligner effectivement qu'ils se font de l'argent quand les réponses de l'assistant sont approximatives et donc renvoient vers une requête texte sur Google. Parce que là, les pubs s'affichent évidemment naturellement dans votre navigateur. Mais ça pose question et ça me laisse imaginer que probablement leurs analyses et leurs études montrent que ça va être diablement compliqué d'y mettre de la pub. Moi, c'est aussi comme ça que je l'interprète, c'est que l'espèce humaine n'est pas encore prête à justement avoir cette expérience de mise en avant de croquettes Friskies parce qu'ils demandent quel bruit fait le chat, quoi. Bon, ça veut pas dire que ça changera jamais, évidemment. On continue avec ces boîtes, et notamment ces boîtes américaines, qui sont un peu dans la tourmente. Bon, il y en a une, on le sait, qui sont dans la tourmente. En fait, on sait pas à quel niveau ils sont dans la tourmente. Est-ce que c'est une grosse tourmente? Est-ce que c'est une tourmente très angoissante? Est-ce que c'est l'orage complet? On sait pas. Mais en tout cas, c'est la tourmente, c'est Twitter, et on sait que forcément, ça ira pas bien chez eux, Guillaume. Ouais, c'est l'heure de la section Monsieur Musk. Quoi de neuf sur Twitter? On peut dire que ça va faire un gros changement pour ses employés si le rachat se conclut comme c'est prévu en octobre. Alors, c'est d'après le Wall Street Journal qu'Elon Musk envisagerait de licencier les 3/4 des employés dans la foulée. C'est ce qu'il aurait dit à des investisseurs potentiels. Donc ça ferait passer l'effectif de 7500 à 2000 personnes. Ça, c'est un dégraissage. En fait, il reste plus que le squelette, et encore, je sais pas s'il y a tous les os. De toute façon, Twitter serait dans une grosse panade, et avec ou sans rachat, il comptait économiser 800 millions de dollars, environ 2000 personnes, et en coupant même dans les dépenses d'infrastructures, y compris les infrastructures critiques, comme les data centers, qui font tourner la machine quand même. Le portrait qui en est fait de la boîte dans l'article explique bien pourquoi le conseil d'administration insiste pour que Musk rachète à 54 $ l'action. Et aussi pourquoi Musk n'est pas plus chaud que ça. Il y a certains experts qui estiment quand même que Twitter vaut dans les 10 à 12 milliards. On est loin du compte. Depuis, Twitter a démenti. Donc voilà, il a démenti tout ça. C'est le General Counsel, donc Sean Edgett, je ne sais pas trop exactement, qui aurait envoyé un email assurant qu'il n'y aurait pas de licenciement massif prévu. En ce qui concerne Elon, il est possible, envisageable, c'est concevable qu'il ait pu légèrement exagérer. C'est pas son style, c'est pas son style du tout, mais bon, il aurait pu se laisser aller au superlatif, c'est humain. Et dans les faits, je suis même pas sûr que Twitter survive, ne serait-ce que techniquement, 75% de gens moins. Ils ont déjà des soucis pour la modération, pour la sécurité. Un tel niveau de sous-effectif, ça pourrait être juste létal, quoi. C'est la première grosse panne, tout est mort. Néanmoins, le Washington Post a quand même eu accès à des documents qui détaillaient la stratégie de Twitter. Donc l'option du 25% de moins, ma foi, ça avait l'air d'être une option à un moment pour quelqu'un. Et bon, même avec seulement ce plan de restructuration-là, ça pourrait quand même être très chaud si la moitié de ce qu'a dit Peter Zetko est vrai. Donc pour le moment, il n'est pas possible d'en savoir plus, mais bon, c'est vrai il fait pas beau être employé de Twitter en ce moment, on pense à eux, qui vivent un rodéo émotionnel depuis une bonne année. Et le pire de tout, ça doit être dur. C'est carrément, c'est que malgré l'arrivée rapide de la date butoir, qui est donc le 28 octobre normalement pour se décider. Ouais, c'est dans quelques jours, au moment où on enregistre, c'est cette semaine, quoi. C'est cette semaine, complètement. Il n'est pas encore sûr que Musk rachète vraiment Twitter, parce que il y a un autre acteur qui pourrait arriver en guest star dans cette comédie dramatique, ce serait carrément Joe Biden. Alors bon, jusque-là, c'est un peu spéculatif, mais l'attention de la Maison-Blanche a été un petit peu attirée par plusieurs choses dans le monde de la tech, très récemment. La dernière sortie très spectaculaire, d'Elon Musk sur Starlink en Ukraine, qui voulait faire payer au Pentagone, et c'est pas très bien passé. Les suggestions sur l'avenir de la situation en Ukraine, de la guerre, qui ont d'ailleurs été assez appréciées par Moscou, bon, ça s'est pas bien passé non plus, ça n'est pas du tout passé à la Maison-Blanche. Biden lui-même discute avec Musk, encore récemment, sur comment apporter Starlink en Iran, ce qui est un challenge sur plusieurs plans, mais après son caca nerveux pour l'Ukraine, Elon ne semble plus être considéré comme un partenaire d'une fiabilité à toute épreuve par le gouvernement. Tiens, c'est étonnant. Et bon, en ce qui concerne Twitter en particulier, le malaise est accru par le fait qu'Elon fait appel à des co-investisseurs étrangers quand même pour racheter Twitter. Donc il y a des Saoudiens, il y a des Qataris et il y a Binance. Et Binance est dirigé par un Chinois. Alors l'ambiance façon rétro 50, tu vois, c'est rétro 50s en ce moment, c'est un peu comme Happy Days mais sans Fonzie et juste avec la guerre froide. Donc le gros scandale du moment aux US, c'est TikTok. Donc TikTok, ça a toujours été un sujet d'inquiétude.
pour la Maison Blanche, quelle qu'elle soit finalement, et Forbes donc a jeté une sorte de bloc de ciment de plusieurs tonnes dans la mare le 20 octobre en affirmant que ByteDance utiliserait des données TikTok pour géolocaliser certaines personnes aux États-Unis. Alors il s'agirait a priori d'employés de la boîte, c'est une sorte de monitoring interne, mais ces données seraient envoyées quand même en Chine, direct au PDG. Alors, reste que ce sont des Américains donc qui seraient suivis à la trace par des Chinois. Ça fait pas bon effet par les temps qui courent. Alors TikTok nie en bloc. Bon, il apporte pas vraiment d'éléments supplémentaires, mais en tout cas, il nie complètement. Et ça tombe super mal, cette histoire, parce que ByteDance essaye désespérément de rassurer un petit peu la CFIUS avec son projet, le projet Texas, qui est un projet donc de calmer les suspicions des autorités en essayant de montrer, voilà, il faut des audits internes et tout. Ils disent, on garde tout aux États-Unis, c'est pas possible que les Chinois aient accès à quoi que ce soit, gna gna gna. Bon. Alors la CFIUFS, donc la CFIUFS, c'est le Committee on Foreign Investment in the United States. C'est le truc en fait qui vérifie d'où viennent les fonds et où vont les capitaux étrangers aux États-Unis. Bon, et donc du coup, évidemment, dans le contexte actuel, elle a pas mal de boulot, voilà, avec cette fameuse simili-guerre froide en cours. Et selon Bloomberg, l'acquisition de Twitter par Musk pourrait parfaitement se faire scruter par la CFIUFS. Elle en est digne si la Maison-Blanche considère qu'il existe un risque pour la sécurité intérieure. Donc, après TikTok, on est dans un contexte où Twitter est quand même utilisé par 20% des Américains et possédé par un Elon Musk qui est un petit peu fantasque, disons, et des investisseurs étrangers qui peuvent un peu inquiéter. Donc, est-ce que Biden ira jusque-là? Je sais pas. Les milliards d'Elon pourraient-ils être sauvés paradoxalement et in extremis par son comportement totalement anarchique? Écoute, on aura bientôt la réponse. En tout cas, j'espère. C'est lui qui tweetait d'ailleurs sur le fait que ce serait, il répondait à quelqu'un qui soulevait quelle ironie ce serait que Joe Biden, de par sa politique, empêche ce rachat et ça le faisait bien rire. J'ai l'impression qu'il y avait une forme de potentiel soulagement dans ce rire, tu sais, comme s'il y voyait une porte de sortie. C'est incroyable de voir encore une fois. Je suis trop dangereux, sortez-moi de là. Je sais. Mais non, c'est quand même très déroutant parce qu'objectivement maintenant, je pense qu'il s'en est rendu compte que son truc était pas très viable. Je pense que son projet de méta app qui devrait concurrencer par exemple des apps chinoises qui font tout et n'importe quoi, sur lesquelles il voudrait s'appuyer sur Twitter pour initier les premières briques. On en avait parlé ensemble, tout ça. Je pense qu'au fond, vraiment, je sais pas, ça tient pas vraiment la route. Et pourquoi est-ce que à ce stade-là, juste il paye pas la pénalité, quoi, la pénalité qui l'amènerait à devoir abandonner le deal et voilà. Et enfin, je pense, oui, c'est un gros chèque, mais par rapport à la masse d'ennuis auxquels il se confronte, ça me paraît encore à ce stade complètement ahurissant. De toute façon, le dénouement, non, pas le dénouement d'ailleurs, mais une étape possible du dénouement est proche, puisqu'on est encore une fois le 24 octobre et que ça pourrait être prononcé ces éléments-là autour du 28 octobre. On va voir ce qui se passera. On va continuer avec les actions d'Elon Musk, Guillaume, parce qu'on a un projet qu'il propose. Excuse-moi, je regardais autre chose en même temps. Starlink, qui, vous le savez, propose une connexion Internet indépendante de la fibre, indépendante des réseaux cellulaires, qui se base tout simplement sur les communications avec des satellites en orbite basse. Mais voilà. Certains ont identifié le fait que ces satellites permettraient de faire plus que de simplement se connecter à Internet, et ça pourrait être intéressant, Guillaume. Utiliser les satellites Starlink comme GPS, c'est une vieille idée en fait. Ça a été évoqué dès le début en 2020. Certains y ont pensé, ils voulaient même intégrer la fonction à Starlink de manière officielle, mais en fait, à l'époque, Elon voulait rester concentré sur le cœur de métier. Il avait très peur de faire faillite assez rapidement, parce que c'est quand même très casse-gueule comme secteur. Avec énormément d'investissements. C'est assez compréhensible là pour le coup comme décision de sa part. De dire non, je veux pas faire tout n'importe quoi. On peut pas, c'est vrai qu'on peut pas non plus lui en vouloir pour ça. Il voulait vraiment se concentrer sur un seul truc et essayer de le rendre viable. C'est facile de lui reprocher quelque chose maintenant qu'on sait que techniquement ça marche. Commercialement c'est autre chose. Non, mais que techniquement ça marche, c'était évident. Enfin, je veux dire, il y avait pas de, il y avait, je veux dire, il y avait pas grand chose à faire. Que ce soit à peu près viable, quoi. Alors que commercialement ce soit à peu près viable, c'était pas évident. Et d'ailleurs, bon, c'est toujours. C'est toujours une question quelque part. Mais bon, voilà, en tous les cas, ils voulaient se concentrer à l'époque sur le cœur de métier, mais parce que eux-mêmes, les satellites Starlink, donc, du coup, ne donnent pas d'infos spécifiques qui pourraient être utilisées pour la géolocalisation. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les utiliser malgré eux. Alors pour ça, il faut commencer par comprendre comment ils parlent aux stations au sol. Donc il y a Todd Humphries qui a passé 2 ans à peu près à analyser. Il a fait du reverse engineering sur les Starlink pour en extraire des infos utiles à la géolocalisation, et finalement il a réussi. Alors en déchiffrant des séquences de synchronisation, enfin des séquences utilitaires, dont le flux d'infos des satellites, il a réussi à déduire des données de vélocité et de distance.
Alors, les satellites sont nombreux et leur position elle est bien connue parce que SpaceX doit les recenser précisément pour réduire le risque de collision en orbite. Donc si on connaît la position de 3 satellites et leur distance, comme avec des satellites GPS exactement, on peut estimer sa propre position. Pour le moment, Humphreys arrive à se positionner à 30 mètres près. Bon, c'est pas incroyable, puisque le GPS a une précision de l'ordre de 10 mètres, mais c'est sans aucune coopération de Starlink, c'est malgré eux. Donc pour le moment, c'est vexant. Hein. Autant de temps passé, autant de travail, alors qu'il suffirait qu'ils ouvrent une API, un truc quoi. Enfin, c'est ça, oui, c'est exactement ça. Et cette recherche, pour le moment, est financée en partie par l'armée. Donc c'est assez rigolo. Peut-être qu'elle cherche à avoir une sorte de backup au GPS au cas où. Et il y a d'autres recherches là-dessus d'ailleurs, avec d'autres méthodes. Mais voilà, peut-être qu'un jour, effectivement, SpaceX inclura officiellement la fonction, on va savoir. S'ils le font, la précision pourrait grimper à 1 mètre. Donc ce serait vraiment intéressant. Puis évidemment, ce serait sans se casser la tête à casser le code de Starlink. Code qui peut changer à tout moment, à toute mise à jour. Donc voilà, c'est vraiment... Donc c'est quand même une petite performance. Et puis bon, puisqu'on parle effectivement de Starlink, de SpaceX, on n'a qu'à parler de Tesla pendant qu'on y est aussi, puisqu'on est sur la section Elon, puisque pour Elon, voilà, et concernant Tesla, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle ? À mon avis, commence par la mauvaise. Moi, en tout cas, je sais pas comment tu fais au quotidien, mais quand j'ai ce type d'arbitrage à faire, je commence toujours par la mauvaise nouvelle, moi. Oui, tout le monde va commencer par la mauvaise. Donc la mauvaise nouvelle, enfin si c'est vraiment une nouvelle, très honnêtement, c'est que voilà, un véritable autopilot autopilot qui serait conforme à son nom, quoi, qui serait digne de ce nom. Donc une conduite autonome de niveau 4-5, sous-entendu, c'est finalement pas pour tout de suite chez Tesla. Alors à peine que selon Elon, c'était pour hier, puisqu'en 2019, il promettait pour bientôt des taxis autonomes qui pourraient faire du Uber tout seul quand tu joues à la PS4. Bon, là on n'est plus sur de l'assistance à la conduite sophistiquée, mais en aucun cas suffisamment fiable pour te permettre de dormir au volant ou de jouer à la Switch, quoi. Il faut vraiment être prêt à reprendre le relais à tout instant, on ne sait jamais. Pour le moment, on aurait aimé, que ce soit possible ou pas, d'un point de vue complètement la Switch théorique. Au volant, si c'était possible, ce serait génial. Écoute, ça aurait été formidable. Mais oui, évidemment. Mais bon, pour le moment, Tesla ne semble pas être en mesure d'aller plus loin qu'un très bon niveau 3. C'est déjà bien, mais c'est pas un pilote automatique complet, comme l'a supposé son nom. Et pour le moment, on n'a plus aucune date de prévue. Bon, alors, la bonne nouvelle, puisque bon, quand même. Alors, Tesla se lance dans le développement d'une nouvelle plateforme de voiture. Donc c'est un changement de plateforme, ça correspond souvent donc à diverses améliorations sur le châssis, les éléments fondamentaux de la voiture, ce sera des améliorations et des réductions de coûts, souvent. Donc on peut espérer que ça augure de nouveaux modèles moins chers à moyen terme. Ça serait le bienvenu, puisque le prix des Tesla, voire le prix des voitures électriques en général, reste élevé, et ça c'est un frein à la démocratisation. Il a dit que oui, il pourrait eux réduire les coûts de 50%, ça ne voudrait pas dire que malheureusement que la voiture sera 50% moins chère. Certains se prennent déjà à espérer des Tesla à $25,000 et c'est pas gagné du tout. Mais bon, toute réduction de prix évidemment serait bonne à prendre. On parle de voiture, on n'a pas parlé beaucoup, c'est pas trop notre dada, je pense, dans l'absolu, avec Guillaume, du mondial de l'auto, de ces trucs comme ça. Évidemment, on va pas en parler dans cet épisode parce qu'on le ferait probablement assez mal. Mais il y a un sujet, moi, que j'ai vu passer, que je voulais rebrancher parce qu'on parle de voitures électriques pas chères, Guillaume. Je commence par une question, une devinette pour toi. Est-ce que tu sais quelle est la voiture électrique dont les cotes d'occasion sont très souvent plus élevées que le prix neuf? La Renault Zoé. Eh ben, ça aurait pu. Non, je craignais que tu puisses répondre la Model 3 qui a été par moment à des cotes d'occasion plus élevés que le 9, notamment avec l'arrivée de la Y. Mais je voulais te parler de la Citroën Ami parce qu'en fait, on en avait parlé. Je suis à peu près certain que c'est un épisode d'ailleurs que je n'avais pas eu la chance de partager avec toi, Guillaume, quand la Citroën Ami avait été annoncée. Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que t'étais pas là. Et c'est un véhicule sur lequel moi j'aurais pas misé énormément. Je pense que vous en avez déjà vu, c'est ces véhicules très symétriques parce que tout est optimisé au niveau de la ligne de production. Il y a la portière droite qui s'ouvre en symétrie à la portière gauche, mais symétrie par un point. Enfin, en gros, elle s'ouvre dans des sens différents parce qu'en fait, c'est la même portière qui est branchée des deux côtés. L'avant et l'arrière sont un peu les mêmes côtés. Bref, c'est un véhicule qui n'est pas cher du tout parce que, en gros, il faut compter après un premier loyer, certes de 3 000 €, mais un abonnement, en gros, de l'ordre d'un bon forfait mobile et qui est en train d'exploser, ou plutôt qui a déjà explosé. Il y a eu 30 000 véhicules partout dans le monde. Est-ce que c'est pas juste parce qu'elle est rare ? En Europe.
Alors, honnêtement, je crois pas. Je crois qu'il y a un engouement assez dingue. Oui, peut-être aussi que le fait qu'elle soit rare aide aussi beaucoup à ça. Malgré tout, il y a les profils de certains lycées et certains environnements étudiants qui sont noyés sous les Citroën Ami. Moi, vraiment, j'aurais pas soupçonné. La manière la raison pour laquelle je voulais relayer ce petit sujet, c'est, bon, d'une part, qu'il y a un très bon thread que je vous mettrai en lien de Sébastien Marais qui a écrit sur le sujet. Je sais pas pourquoi il a fait un thread. Il aurait mieux fait de faire un article de journal ou de blog. Ça aurait été tout aussi agréable à lire. Mais en tout cas, c'est très complet et c'est très intéressant à lire de voir cette tendance autour de ce véhicule sans permis, accessible dès l'âge de 14 ans. Donc, oui, l'âge a été réduit il y a de ça quelques années et on peut accéder à des véhicules sans permis dès l'âge de 14 ans, ce qui, moi, ayant des enfants, le plus âgé ayant 10 ans, me fait tout simplement froid dans le dos. Pour autant, entre ça et un scooter, j'ai tendance à penser qu'effectivement, peut-être qu'on est un petit peu plus en sécurité. Ça tombe à point nommé avec les législations en ville qui amènent de plus en plus à réduire la vitesse à 30 km/h, là où c'est de plus en plus difficile de se stationner. Et il y a, écoute, un engouement de malade pour cette voiture. Moi, vraiment, je l'ai vu arriver en rigolant. Il y a plus de 40% des conducteurs d'Ami qui sont mineurs, donc tu vois, c'est pas non plus un marché qui est totalement porté par les personnes qui n'ont pas leur permis parce qu'ils l'ont perdu ou parce qu'ils l'ont jamais eu. C'est vraiment un mouvement, je trouve, sociétal hyper intéressant et le thread est vraiment très très bien fait, très bien écrit. Je vous le mettrai dans les notes de l'épisode. Est-ce que toi, t'aurais soupçonné un succès derrière ce véhicule? Tu vois ce que c'est la Citroën Ami, toi, Guillaume? Non. Je vois pas. Non, c'est incroyable. Non, je vois pas ce que c'est. Mais... Je pense que tu les remarqueras la prochaine fois que tu les croiseras sur l'eau. Parce qu'en fait, objectivement, je trouve ça très moche en plus. Mais... Non, mais j'ai dû en croiser, mais ça, j'ai pas fait gaffe, quoi. Ah si, oui, je vois ce que c'est. Je regarde sur la. Tu visualises un peu le truc. Je visualise, oui. Ah oui, effectivement, oui, c'est un pot de yaourt. Oui, c'est vrai que la première fois que tu le vois, t'as un peu l'impression d'être en face d'une poubelle, mais elle est mignonne. Pour une poubelle. Elle est plus mignonne que tous les véhicules sans permis qu'on a pu voir par le passé. Il y a un côté beaucoup plus design. Elle est rigolote. Et il y a aussi au passage, il y a une hype en plus autour des réseaux sociaux sur cette voiture. Là aussi, je l'aurais pas soupçonné, mais t'as des tonnes et des tonnes de vidéos YouTube et TikTok. Je soupçonne qu'à moitié que tout ça a été porté au départ par des campagnes d'influenceurs, mais il n'empêche, il y a énormément de contenu en ligne, en vidéo, par des utilisateurs d'Ami et à quel point, à quel point c'est cool d'avoir ta voiture. Est-ce que c'est un prix d'Ami? Écoute, c'est un prix. Quand tu dis un prix d'Ami, est-ce que tu poses la question, est-ce que selon toi c'est cher ou pas cher, c'est ça? Ouais, c'est quoi le prix de ce truc-là? T'as un premier loyer à 3000 balles et après, en gros, ça doit être 30 balles par mois, si je dis pas de bêtises. En gros, tu achètes l'équivalent d'un véhicule à assistance électrique haut de gamme la première fois et puis après, tu payes un gros abonnement et t'as ta bagnole. Après, modulo l'assurance auto qui va derrière. Ok, ouais. Un entretien plutôt limité aussi au passage et un impact écologique très discutable parce que évidemment c'est bien plus générateur de carbone que des vélos par exemple. Ça c'est clair. Bon voilà, je voulais juste mettre en lumière ce sujet parce que ça m'a assez captivé de voir ce thread et puis je vous laisserai le lire dans les notes de l'épisode, mais on va quand même continuer en s'éloignant de ces véhicules mais en restant dans les politiques américaines. On revient un petit peu aux actions de Joe Biden parce que on va parler plus spécifiquement des batteries cette fois-ci parce qu'après les puces, Joe Biden veut subventionner les batteries, Guillaume. Oui, puisqu'on est dans les voitures électriques, parlons de batteries, écoute, donc, et subventions, on adore les subventions, vive ça. Oui. Donc les Américains ont découvert ça récemment, les subventions, ils prennent goût. Après 53 milliards pour les semi-conducteurs, Biden et le département de l'énergie offrent 2,8 milliards pour le secteur des batteries au sens large. Ça va de la fabrication proprement dite à l'extraction des métaux, en passant pour le recyclage aussi. Ça va concerner pour le moment une vingtaine de boîtes qui font leur business 100% aux États-Unis. Alors le but, c'est évident, c'est de favoriser au maximum une chaîne d'approvisionnement sans dépendance asiatique. Le but ultime, c'est d'avoir une filière électrique 100% US et de se préparer aux guerres du lithium, puisque les besoins doivent être multipliés par 20 d'ici 30 ans. En France aussi, on projette de faire une mine de lithium donc dans le Massif central. C'est un gros projet aussi, qui n'est pas pour tout de suite, mais dans la décennie, on aura probablement une des plus grosses mines de lithium européennes en France. Donc, et là c'est toujours le nerf de la guerre, c'est le lithium, quoi. Donc,
si le secteur public aux États-Unis met 2,8 milliards sur la table, il n'y a pas que ça, hein, ils obligent aussi les boîtes privées à suivre, et du coup, en tout, c'est 9 milliards qui seront investis. Sans compter qu'il y aura d'autres crédits d'impôt qui seront inclus d'ailleurs dans le Inflation Reduction Act, qui favorise la production de véhicules électriques si les batteries sont produites localement. Et du coup, ça amène les constructeurs à construire aux US aussi. Donc BMW, par exemple, va investir 1,7 milliard dans la production domestique, et ils ont un partenariat avec Envision pour une usine de batteries au lithium, un truc qui me semble assez gros, 30 gigawattheures par an, tout ça en Caroline du Sud, hein, donc voilà, pour des batteries d'ailleurs qui seront plus denses et qui utiliseront aussi plus de matériaux recyclés. Le recyclage va être d'une importance capitale parce que le lithium, c'est bien, c'est pas extrêmement rare, mais on va en avoir besoin tellement que il vaut mieux en recycler, sinon ça sera juste pas tenable. Il y a un channel sur le serveur Discord de Tech Café où ça parle de mobilité. Il y a d'ailleurs dans le channel Tech des éléments de veille qui tournent autour. Assez régulièrement, on les voit remonter sur l'utilisation de l'hydrogène. Il y a des bus à hydrogène là qui arrivent dans certaines villes, etc. On sent que l'énergie et le stockage de l'énergie, en particulier pour la mobilité, c'est vraiment un sujet qui va conditionner beaucoup des débats dans les années à venir. Ça, c'est clair. Et il faut, parce que de toute façon, c'est directement en regardant le climat qu'on se pose cette question. Un petit point d'actualité autour du climat, Guillaume, au moment où on enregistre en fin de mois d'octobre avec des températures assez inhabituelles et pour autant des désordres météorologiques assez gênants, je dirais. Mais bon. Ouais, il y a eu un sommet de l'énergie à Seattle et c'était Bill Gates qui régalait. Donc il invitait via son fonds pour le climat qui s'appelle Breakthrough Energy. Et bon, peut-on être optimiste ou non ? Il y avait John Kerry aussi. Hein, il y avait John Kerry aussi, absolument, oui, tout à fait. Non, mais bon, après, Bill Gates, faut lui reconnaître ça, je veux dire, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Bezos aussi, finalement, il donne indubitablement beaucoup d'argent. Voilà, des milliards, quand même, pour financer des boîtes de green tech au sens très large. Hein. Donc, il y a une bonne centaine de boîtes là qui en ont bénéficié dans des secteurs très variés, comme les énergies renouvelables, bien sûr, mais aussi le stockage de l'énergie de longue durée, les bâtiments basse consommation, trouver des aciers moins polluants, des alternatives à la viande, etc. Et ça marche pas mal en fait, hein. Beaucoup de ces startups ont des solutions intéressantes. Le prix globalement du mégawattheure renouvelable est en chute libre, comparé à celui des énergies fossiles, il est extrêmement intéressant. Le prix du solaire par exemple, a chuté de 75% en 10 ans. Alors c'est vrai que bon, vous me direz, ouais, là, tout de suite, la situation n'est pas formidable. On manque d'énergie, on redémarre des centrales à charbon. Le prix des hydrocarbures est tellement élevé qu'ils enrichissent des boîtes pétrolières et gazières comme jamais. Et justement, ces prix exorbitants rendent par contraste toute alternative séduisante. Et dans l'immédiat, l'Europe a reconstitué ses stocks. Ils ont acheté très cher, mais ça y est, il y a des stocks pour l'hiver apparemment. Sans coup de froid prolongé, ça devrait aller. D'ailleurs, les prix du gaz ont déjà rebaissé. Quant au CO2, les nouvelles sont pas aussi mauvaises qu'on aurait pu le craindre en fait. Donc, incroyable, c'est des bonnes nouvelles dans cet épisode. Bonnes nouvelles dans Tech Café, putain, c'est quand même. Hein. Selon l'IEA, donc qui est l'International Energy Agency, donc cette agence dresse un rapport préliminaire encore pour 2022, puisque le truc est pas fini, mais quand même. Et les émissions de l'année venant des combustibles fossiles ne seraient en hausse que de moins de 1%, à 300 millions de tonnes en plus, contre 2 milliards de tonnes supplémentaires l'an dernier. Pourtant, on en a brûlé beaucoup, on a brûlé plus de charbon en Europe cette année, par exemple, et d'ailleurs 200 millions de tonnes leur sont imputables. Mais malgré ça, il faut le reconnaître, le passage renouvelable, ça marche. En 2022, le solaire et l'éolien apporteront 700 TWh supplémentaires, ce qui a évité 600 millions de tonnes de CO2. Donc voilà, en plus il y a des vagues d'investissement massifs dans toutes les techs qui pourraient encore accélérer les choses. Et donc tout ça c'est cool, c'est positif. Donc on semble poindre une volonté d'infléchissement de la courbe. Et bon, comme le dénote finalement cette circonlocution vraiment tordue, c'est pas complètement gagné, tu vois. En fait c'est même carrément grillé. Toute la question est de savoir à quel point et comment on va s'adapter, à quel point c'est grillé, quoi. Même Gates, qui fait ce qu'il peut, il faut le reconnaître, il se met à rigoler quand il entend parler d'une grille énergétique nationale propre, donc décarbonée, pour 2035 aux États-Unis. Pourtant, des milliards, il y en a qui sont investis. Il y a beaucoup de milliards investis, beaucoup de milliards promis sur des dizaines de projets de centrales renouvelables, voire sans doute de batteries aussi, des batteries géantes, peut-être des batteries au CO2 d'ailleurs pour harmoniser tout ça. Je n'ai jamais parlé, mais c'est intéressant, les batteries au CO2, c'est une manière de stocker l'énergie en compressant du gaz. Bon, ici, le gaz, c'est du CO2. Alors, donc on utilise du solaire, par exemple, pour compresser du gaz, et quand on a besoin d'énergie, on ouvre le robinet de la cuve dans laquelle on a mis le gaz liquide, et puis ça fait tourner des turbines qui produisent du jus.
Alors pourquoi du CO2 ? Parce qu'en fait, le CO2, ça se liquéfie facilement à température ambiante. Il suffit de 5 bars en dessous de 31 degrés, il suffit de 5 bars, et c'est liquide, donc évidemment, ça prend très peu de place. C'est pas très énergivore à constituer, en fait. C'est pas très énergivore à constituer, c'est assez facile à récupérer, et voilà, on peut stocker, évidemment, plus la cuve est grosse, tu fais des très grosses cuves, mais tu stockes des mégawatts, en fait, comme ça. Donc, ça pourrait être vraiment intéressant d'avoir ce genre de batterie, entre guillemets, qui est très différente des batteries dont on a l'habitude, mais qui marche aussi comme une batterie, quoi. Donc, reste que réaliser une grille fédérale, dans le cas des États-Unis, ça se heurte aussi à une multitude d'obstacles législatifs. Parce que tu traverses des dizaines d'États et de juridictions, et globalement, ça pourrait mettre 10 ans, ne serait-ce qu'à signer les papiers, quoi. Donc 10 ans, c'est trop court, en même temps, c'est court, mais en même temps, c'est largement trop long. Tu sais, on peut plus se permettre de faire une transition de manière lente et progressive pour éviter le gros du désastre. Ça, c'est fini. Il y a 30 ans, peut-être, c'était possible. Aujourd'hui, c'est trop tard. Mais bon, de l'autre côté, ça a imposé les changements vraiment drastiques qu'il faudrait faire dans l'idéal. C'est pas possible, ni politiquement, ni socialement, ni même économiquement, en fait. Les sociétés rejetteront des changements qui seront même incompatibles avec la structure qui s'est construite sur des décennies comme ça. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe à la moindre perturbation sur les carburants ici, quoi. Enfin bon, c'est grillé, si tu veux, au plus on attend, au plus il faut changer rapidement, au plus les changements sont brutaux. Donc là, comme on a attendu énormément, les changements seraient catastrophiques, ne serait-ce qu'économiquement. Donc c'est grillé, on va se prendre cata sur la gueule, c'est évident. Tout l'enjeu, c'est à quel point on va éviter les pires et à quel point on va réussir à s'adapter à tout ça assez vite, quoi. Donc bon, zut, j'avais prévu d'être optimiste. Ah zut. L'intention était louable, mais la question qu'on pourrait se poser et qui n'a absolument aucune composante sur la tech, quoique, c'est pourquoi est-ce que finalement la société ne bouge pas plus fondamentalement quand il y a des perspectives aussi fortes que celles qu'on doit affronter actuellement. Tant qu'on les a pas graves devant nous. Parce que politiquement, ça a été parce que politiquement, il n'y a pas eu de bons choix faits au bon moment. Maintenant, c'est trop tard. Je veux dire, il y a toute une partie, effectivement, de mauvaise volonté, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on est confort, parce qu'on n'a pas envie de changer, parce que ça fait chier, tout ce que tu veux. Après, il y a aussi... Pas convaincu qu'il y a un problème aussi, j'imagine. Pas convaincu qu'il y a un problème, éventuellement. Mais bon, après, il y a aussi le fait que, juste, maintenant, on n'a plus les moyens de changer, quoi. Je veux dire, il y a 60% des gens en France qui ont besoin de la voiture pour leur vie quotidienne. Besoin. Qui ont l'habitude de... Non, qui ont besoin. Ouais, en tout cas, qu'ils l'utilisent dans leur vie quotidienne, et je pense qu'ils en ont besoin pour un peu tout. C'est ça. Ouais, quand on parle de besoin, c'est toujours déroutant. Parce que c'est vrai que, par exemple, alors je déteste fonctionner comme ça, mais quand tu regardes le matin, quand tu vas au boulot, et on en fait partie quand on fait ce genre de constat, mais quand on voit les personnes qui sont seules dans leur voiture pour aller au boulot, enfin le nombre de voitures où on est seul pour aller au boulot le matin, ça pose question, tu vois. Donc quand on parle de besoin, c'est plus pour moi une histoire tu vois, la structuration du territoire aussi, elle aide pas, quoi. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, voilà, et puis maintenant, pour les défaire, qu'est-ce que tu... Il y a un côté, on n'a pas trop la volonté, il faut le dire, parce que on est bien confort, et puis il y a aussi comment tu fais socialement quand tu as une structuration des territoires comme ça, comment tu fais économiquement aussi. Je veux dire, tu vois, il faudrait plus manger de viande. Bon, admettons, demain j'interdis la viande. Je suis un nazi écolo, j'interdis la viande. Bon, j'interdis la viande. Économiquement, c'est... Comment tu le gères ? Ne serait-ce que ça, tu vois. Ma question, elle est un tout petit peu différente. T'as raison, c'est ingérable. La question, elle est, qu'est-ce qui fait... C'est une question complètement rhétorique, parce qu'en fait, j'ai plein d'idées des motifs de cette situation, et j'ai pas plus de solutions. Mais qu'est-ce qui fait que l'espèce humaine n'a pas été capable de voir qu'il fallait arrêter probablement de consommer de la viande de la manière dont on a consommé aussi longtemps. Écoute, c'est plus ça, tu vois. Bon, effectivement, l'interdiction. Étant donné que je connais parfaitement l'espèce humaine, je suis un grand génie qui connaît parfaitement l'espèce humaine, je dirais que juste on n'est pas équipé pour. Tu sais, on a beaucoup parlé des biais qui font que on n'arrivait pas à se rendre compte des problèmes quand c'était trop éloigné dans le temps ou dans l'espace, ou à des échelles qui nous dépassent un peu, comme les gens qui continuent à fumer tout en étant parfaitement persuadés que ça augmente énormément le risque de cancer. Je pense qu'il y a un côté comme ça. Sans doute pour des raisons de dépendance, et puis ça me rappelle aussi les discussions avec les éléments que tu nous avais partagés au moment des pénuries de pâtes et de PQ qui avaient été analysés, avec les mouvements comme ça de population autour de pénuries qui étaient parfois créés très artificiellement.
Écoute, Faut pas perdre on avait dit espoir. qu'on serait... Faut pas perdre espoir. Voilà. Hein, je veux dire, il faudra s'adapter. Ça va être difficile, mais il faudra s'adapter. On n'aura pas le choix. Et au plus on fera les choses rapidement, au plus on ira dans au plus on sera dans la bonne direction, et au plus on ira vite dans cette direction, au moins on aura aussi de kata à gérer. Donc, ça veut pas dire qu'il faut non plus ni se pendre, ni tout arrêter, quoi. Puis c'est pas très constructif, quoi. Oui, voilà, de se faut prendre surtout ou pas. d'abandonner. C'est juste que bon, il faut aussi garder les yeux ouverts, quoi. Allez, on gardera les yeux ouverts ensemble et puis on continuera aussi à relayer les belles initiatives et les possibilités d'évolution. Mais en attendant, on va changer de rubrique. Oui, On pitié. reparle encore, s'il vous plaît, on met ça de côté. On reparle d'intelligence artificielle. On sait que vous aimez quand on parle d'intelligence artificielle. J'adore quand Guillaume nous montre à quel point notre quotidien est en train petit à petit de changer grâce à l'intelligence artificielle. Et le dernier élément en date, c'est peut-être une fenêtre vers l'avenir du côté d'Apple qui pourrait rendre le deepfake diablement plus mainstream, Guillaume. Oui, bah oui, parlons de trucs plus réjouissants quand même. Bon, avec la moisson de la semaine en ce qui concerne les algorithmes de création en retouche d'image. Puis c'est pas comme si on était un podcast spécialisé dans l'écologie quand même. Donc voilà, on commence avec Apple qui brevette ni plus ni moins qu'un algo des deepfakes, hein, précisément. C'est pour créer un visage synthétique basé sur une image de référence et dont on pourrait ensuite modifier la pose, l'expression, etc. Donc ça utilise du deep learning, c'est grosso modo un deepfake, hein, de ta tête, hein, et alors que voilà, est-ce que ça pourrait remplacer ces espèces de mimojis là sur iOS, je sais pas. Est-ce que bientôt? Tu dis ça d'un air tellement dédaigneux. Je les trouve mignons. Mais moi, je les trouve. Moi, j'aime pas trop. Voilà, je vais rester sobre. Effrayé quand les personnages n'ont pas de jambes. Là, c'est pire. Ils ont pas de corps, quoi. Ils ont juste des morceaux de main qui arrivent. Enfin, non, mais je trouve qu'ils sont un peu. C'est mièvre. Enfin bon, bah, pardon, désolé. Oui, je les trouve un peu mièvre. Bon, bref, est-ce que bientôt on pourra pondre une émoticône qui pleure avec ta tronche pour répondre? Ça serait rigolo. Bon, enfin, je sais pas. Toujours est-il que les super outils graphiques vont bientôt atteindre les outils grand public. C'est évident, et Adobe, voilà, donc Adobe en inclut déjà beaucoup, hein. Il y a quand même des trucs déjà à l'IA qui sont boostés à l'IA un petit peu, et chaque année il repousse un petit peu les limites dans ses conférences Adobe Max. Et cette année, il a présenté donc Project Blink, dont le but final est d'apporter la commodité un petit peu d'édition d'un document de texte à la vidéo. Donc on peut faire des recherches textuelles dans la vidéo, donc sur un sujet qui apparaît dans la vidéo. Donc si un gros nounours, ben voilà, tu cherches gros nounours, il te dit où il est, etc. Ou sur la transcription audio aussi, hein, et puis après tu peux envoyer des commandes en langage naturel, un petit peu comme sur Runway, dont on avait parlé il y a quelques semaines. Il y a aussi des nouveautés IA, on va dire plus classiques pour Lightroom et Photoshop, donc des outils de correction, des outils de sélection intelligente, de composition intelligente aussi, où tu peux isoler des sujets dans les photos, les mettre dans d'autres en faisant correspondre automatiquement l'éclairage, les ombres, etc. Alors évidemment, il y avait aussi des trucs qui ressemblaient quand même fortement à de l'in-painting ou de l'out-painting, comme on peut en voir sur des trucs, voilà, comme sur des mid-journées et assimilés, et des choses voilà, dont on vous parle depuis des semaines. Et c'est vrai qu'il faut bien avouer, hein, mais finalement, tout ce dont on parle là comme ça éclipse complètement les nouveautés d'Adobe, parce que de tous les côtés, les nouveautés n'arrêtent pas de pleuvoir, hein. On pourrait faire un bulletin hebdo de Stable Diffusion, par exemple, ou de Dream Fusion, ou de Palette FM. Palette FM, c'est un nouveau service de colorisation automatique de photos, qui semble d'ailleurs assez prometteur, pour aller voir. Et de fait, Stable Diffusion, par exemple, avec lequel j'ai pu jouer un petit peu en local dernièrement, ça évolue à une vitesse absolument effarante, hein. Outre les multiples samplers, les multiples plugins pour corriger les visages, qui sont souvent pas terribles de base, ou les upscalers bluffants qui font des images HD en quelques secondes pratiquement sans perte, il y a aussi une communauté qui se crée autour des modèles qui est vraiment géniale, quoi. Alors, en plus, dorénavant, tout le monde ou presque peut installer Stable Diffusion en local, avec ou sans super carte graphique. Parce qu'il y a deux versions déjà qui existent, qui utilisent que le CPU. Donc il y en a une qui est basée sur OpenVINO, qui est plus rapide, et une de Darkemy qui est plus fonctionnelle. Et ça marche. C'est long, mais pour peu que tu aies 16 Go de RAM, tu peux avoir une image en 5 à 10 minutes, en 2 à 5 minutes sur un Core i5 il y a 6 ans. Je l'ai testé sur un bon vieux Skylake 6500. C'est un peu long, mais ça marche. Et pour peu que tu lances des badges de trucs et qu'après tu reviennes voir ce que ça fait, c'est limite exploitable. Et si tu as une carte graphique d'au moins 4 gigaoctets, tu as droit à une accélération appréciable, hein, 20 à 30 secondes par image sur une 1060. Il n'y a même plus besoin d'avoir un GPU de combat pour s'essayer à ce truc-là. Ni même d'ailleurs d'installer Python et Conda, les trucs qui sont peut-être un peu compliqués, qui peuvent un petit peu être
En fait, il y a un logiciel comme celui de NMKD qui transforme tout ça en application clé en main. Il y a aussi beaucoup de tutos pour installer justement sans trop de douleur toute cette suite de Anaconda, etc. C'est pas si compliqué que ça et c'est tout à fait gérable. Et du coup, si tu veux aujourd'hui remplacer un élément sur une image, remplacer un visage, mettre le visage de quelqu'un d'autre sur une personne, c'est aussi facile que de mettre du noir à la souris où tu veux et d'écrire Jennifer Lawrence sur le prompt ou de mettre du noir à un endroit et d'écrire porte dans le prompt. Et voilà, je change des éléments d'image comme ça. Et désormais, le fine-tuning aussi est facilité. Donc si tu veux rajouter une personnalité récente que le modèle ne connaît pas, tu rassembles des photos par exemple de Rhaenyra Targaryen, tu entraînes ton hyper réseau, et hop, tu peux mettre Rhaenyra dans toutes les situations, comme si c'était Scarlett Johansson, qui est très bien connue par exemple de Stable Diffusion, puisqu'il y a énormément de photos d'elle intégrées, par exemple, tu vois. Il y a un tuto YouTube pour ça, si ça vous intéresse, donc c'est vraiment pas très compliqué, en fait. Bon, pour le coup, les hyper-réseaux, ça demande plus de puissance de calcul, mais c'est possible, et c'est le début, tu vois. Il y a des scripts pour Stable Diffusion qui sortent tous les jours, et ils commencent même à se distribuer des modèles alternatifs. C'est-à-dire que les modèles de Stable Diffusion, le réseau, en fait, l'ensemble des poids du réseau, il se distribue comme un fichier unique qui fait 4 gigaoctets, et il y en a d'autres qui sont entraînés spécifiquement. Donc il y a le bien connu Waifu Diffusion qui crée des images animées japonais, des dessins globalement. Il y a Robo Diffusion qui est spécialisé dans les robots de science-fiction. Il y a des poids qui sont tunés dans le style de Midjourney, il y en a d'autres qui sont tunés dans le style de Disco Diffusion, etc. Et donc aujourd'hui, on peut créer une image de toute pièce, complètement, de zéro, la redimensionner sans perte, la retoucher, uniquement avec des textes, créer des variations dessus à l'envie, l'intégrer dans une scène de bataille épique contre des robots géants. Tu peux te mettre toi-même dans cette scène de bataille épique avec des robots géants. Et tout ça dans une seule interface et gratuitement et en open source. Alors du coup, c'est vrai que, bon, les annonces d'Adobe, elles sont mignonnes, mais c'est plus difficile de s'enthousiasmer pour Adobe cette année. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, les autres années, je me rappelle à quel point ils ont des fonctions bluffantes, mais là, il y a un marqueur qui est à poser, hein, et on l'a bien dit déjà tout au long de cette année 2022, en fait, même, je dirais, depuis cet été, à quel point il y a des progrès fulgurants et à quel point ça a tendance peut-être à ridiculiser ce qui sont pourtant des vraies prouesses techniques. Je pense qu'il faut pas le nier, mais elles sont juste à mettre en perspective de ce qui est dispo à côté au travers d'algo gratuits, comme tu le dis très très bien. Alors on parlait des images générées par intelligence artificielle, les myriages, mais on va parler aussi un petit peu de Copilot. On en avait déjà parlé quand c'était arrivé. C'est cet assistant qui accompagne les développeurs pour tout simplement, on va dire, suggérer la suite du code qu'ils sont en train de saisir. Et là, il pourrait y avoir des sujets sur le plan légal, Guillaume, qui commencent à se dessiner à ce sujet. Oui, c'est parce que finalement, ce que fait Stable Diffusion avec les images, tu vois, faire des mélanges comme ça, c'est un peu ce que fait GPT-3 avec le texte et Copilot avec le code. Il fait un mash-up un petit peu de tout ce qu'il a vu selon le prompt et il te sort un résultat cohérent. Pour Stable Diffusion, on a vu que ça pose déjà des pleines questions d'ailleurs. Hein. Si je prends comme base par exemple Scarlett Johansson, encore elle, l'algo va produire des images qui vont lui ressembler plus ou moins selon le style, le contexte et le hasard, tout simplement. Et au final, on aura une image d'une femme qui va ressembler vaguement à Scarlett Johansson sans pour être totalement une photo de Scarlett. Et déjà, ça pose des questions de droit à l'image. À quel point est-ce qu'on a utilisé, à quel point on a le droit d'utiliser l'image de Scarlett comme ça. Bon. Mais Stable Diffusion, il a de la chance finalement, parce qu'avec les images, il y a une fluidité, il y a un flou qu'il n'y a pas avec le code. Parce qu'il n'y a pas 9000 manières de faire une multiplication de matrice efficacement en Python. Du coup, quand on demande à Copilot ce genre de truc, il a beaucoup moins de latitude pour flouter les problèmes de copyright. Et c'est exactement ce qui est reproché à Microsoft par Tim Davis, qui est un prof de sciences de l'ingénieur, qui a découvert que Copilot, donc Copilot de GitHub, quand on lui demande, il recrache verbatim son code de transposition de matrice creuse. Or, ce code est copyrighté et c'est un gros souci. Alors, Microsoft sait très bien que c'est un terrain miné, mais il adopte finalement, grosso modo, 2 stratégies. Donc, d'une part, il répète très souvent et très fort qu'il fait du fair use, que ces données sont publiques au départ et que donc il n'y a pas de souci. Et surtout, il renvoie la patate chaude à l'utilisateur, en le prévenant qu'un résultat de Copilot peut contenir des morceaux indésirables, je cite, et donc en gros, si vous utilisez GitHub et que vous finissez au tribunal, c'est votre problème, on vous a prévenu. Bon. Ce qui suppose donc, par exemple, moi, si j'avais obtenu ce code pour transposer une matrice, j'aurais dû savoir qu'il était sous copyright et donc ne pas l'utiliser.
Mais bien sûr, parce que je dois être au courant de tous les codes qui sont copyrightés ou pas, bien entendu. Fais un effort. Et oui, donc ce problème avait été anticipé de longue date et on se souvient que tout le monde dans le milieu de l'open source n'est pas super enthousiasmé par Copilot ou Code Whisperer ou Codex ou bientôt une trentaine d'autres, hein, je l'imagine. Et même que la SFC, la Software Conservancy Foundation, s'est retirée de GitHub aussitôt que le service est devenu public, hein, globalement. Donc plus largement, beaucoup pensent que ça pose un souci de base. C'est-à-dire que les gens qui utilisent Copilot vont utiliser des bouts de code open source verbatim ou quasi verbatim, hein, sans savoir de qui ils viennent, ou d'où ils viennent, ou sous quelle licence ils sont distribués. Résultat, les auteurs ne seront jamais cités. Sans parler de dommages monétaires, si on parle d'open source, il va exister un dommage de reconnaissance des codeurs open source qui alimentent les algos, qui leur permettent, qui lui permettent d'exister, enfin, à ces algos, et qui les invisibilisent. D'où une peur réelle que ça dissuade tout simplement beaucoup de monde de participer à faire de l'open source. C'est ce qui se passe en moment, c'est quand même transformatif, quoi. Hein. On pourrait presque, si j'osais, je dirais qu'on vit le début d'une révolution technologique, hein, j'ai l'impression. Hein. Et un peu comme toujours, la tech qui collisionne avec les pratiques, les lois en vigueur. Il va falloir que les deux s'apprivoisent sans qu'il y en ait un qui prenne l'ascendant sur l'autre, quoi, dans l'idéal. Hein, dans l'idéal. Ça va être compliqué, hein. Parce que j'ai l'impression que pour une fois, ce sujet-là me paraît difficile à marier, en fait. Autant les autres bouleversements technologiques qu'on a pu vivre, on pouvait identifier les adaptations possibles. Là, ça me semble tellement compliqué, ça me semble beaucoup plus binaire en fait. Soit c'est possible et ça va violer ce qu'on considérait avant comme étant des espaces un peu protégés pour, on va dire, l'équivalent de droit d'auteur, soit il va falloir arrêter ces pratiques. Enfin, je vois pas l'entre-deux finalement. Je pense qu'il y a plein de possibilités, mais si tu veux, c'est vrai que ça va être un combat parce que OpenAI, c'est la boîte qui fait Copilot, entre autres, évidemment, aurait déjà une valeur de 20 milliards de dollars. Et Microsoft a investi 1 milliard dès le début. Là, ils seraient en discussion pour en réinjecter au moins autant. C'est sûr qu'ils vont vouloir du retour sur investissement. Nouvelle révolution technologique, nouveau marché, nouveau truc à watt milliard. Bon. Donc pour l'instant, c'est un peu la politique du fait accompli qui j'utilise. Là, maintenant c'est là, deal with it, c'est comme ça. Bon, mais c'est un peu facile. Il faut réfléchir à comment vivre avec ces nouveaux outils surpuissants, comment enseigner aussi avec ces nouveaux outils. On parlait des difficultés qu'allaient causer ces modèles de langage pour les apprentissages la semaine dernière. On peut dire exactement la même chose avec Copilot. Comment enseigner le code, la programmation avec des outils comme Codex et compagnie. Quels exercices tu donnes quand les algos, de toute façon, ont toutes les réponses immédiatement. Comment accueillir tout ça pour en faire une plus-value et pas un handicap. Parce que ça peut être une plus-value, évidemment. Hein. Ça peut aider à faire des projets plus complexes, plus excitants, plus vite. On peut aussi analyser comment fonctionne le truc, les erreurs qu'il fait, à quoi il faut penser quand on l'utilise, etc. Il y a tout un chemin à faire, tout à penser, tout reste à repenser aussi. Mais c'est possible, et je pense que c'est possible de pas forcément léser tout le monde. Et c'est vrai que c'est difficile, même Stable Diffusion, là. Je veux dire, c'est évidemment, certains illustrateurs peuvent se sentir menacés, ils ont raison. Ça peut être menaçant, mais est-ce que forcément c'est quelque chose qui est... c'est quelque chose qui est destructif? Pas forcément. C'est un outil supplémentaire, il faut vraiment l'accueillir comme ça. Et du côté des grosses boîtes, il y a aussi des gros efforts à faire. Par exemple, il devrait être possible, effectivement, d'essayer de faire mieux en ce qui concerne les licences, en ce qui concerne les gens qui travaillent dessus. Tout ce qui est du côté du copyright, c'est assez simple, là, il faut les virer, parce que ça, c'est copyrighté. Et voilà, il y a du travail à faire de tous les côtés, quoi, mais on est vraiment qu'au début. Ok, écoute, c'est agréable de voir que tu es plus enthousiaste que moi sur ces sujets-là, et donc ça veut dire que les choses vont arriver, il faut leur laisser le temps. Dernier sujet autour de l'intelligence artificielle, il me semblait qu'on avait déjà parlé, hein, Guillaume, de dialoguer avec les morts, avec l'au-delà, grâce à des algos. Attention, on remet ça sur le devant de la scène, Guillaume. Oui, parce que ça évolue encore. C'est en 2013, hein, souvenez-vous, saison 2 de Black Mirror, l'épisode Be Right Back. Je pensais que c'était il y a beaucoup moins longtemps que ça, ok. Et en 2013, ça parlait d'une boîte qui simulait des conversations avec une personne décédée, en aspirant ses données SMS, réseaux sociaux, tout ça. Voilà, Martha s'en sert pour parler à H, qui vient de mourir d'un accident de voiture. Bon, mais aujourd'hui, c'est la réalité, voilà. Alors techniquement, les plus pointus me mentionneront aussi le Project December, qui il y a 2 ans a permis à Joshua Barbeau de parler à sa fiancée décédée via une version légèrement customisée de GPT-3.
Et d'ailleurs, sache que cet épisode dont on a parlé dans un supplément Week-end, qui a été relaté par la San Francisco Chronicles, va être adapté en série télévisée par Universal. Ça s'appellera The Jessica Simulation. Si c'est bien fait, ça peut être très cool. Ah, écoute, ça pour l'instant, j'ai pas d'action, mais bon, toujours est-il que c'est vrai. Donc voilà, il y a eu Project December en 2020, mais c'était pas encore un vrai business. C'était un peu confidentiel, c'était plus une expérimentation. Aujourd'hui, c'est un business. Il a même un nom, le GriefTech. Alors, donc il y a eu, par exemple, on peut citer James Vlahos, qui est le fondateur de Hereafter AI, qui donc est un pionnier de la GriefTech, donc ce business du deuil qui est en pleine expansion et qui suit un peu les progrès tech comme ça de ces dernières années. Donc la promesse commune un petit peu de tous ces trucs-là, c'est de te permettre de communiquer avec les morts, mais sans planche Ouija, plutôt avec un PC et un micro. C'est plus pratique. C'est mieux. Ouais, c'est quand même mieux. Ouais. Donc il y a une journaliste de MIT Tech Review qui décrit son expérience de parler avec ses parents, qui sont pas morts en fait, hein, c'était juste pour le test. Mais bon, Hereafter AI dit la même chose que dans Black Mirror. En fait, on récolte donc plein de données sur le défunt, de préférence même de son vivant. Comme ça, on peut interviewer les gens pendant quelques heures, enregistrer la voix, etc. Et ensuite, on produit un chatbot. Un chatbot qui parle vraiment avec la voix du disparu. Vous savez, comme cette pub d'Amazon, là, où la mamie décédée parle via Alexa au gamin et lui raconte une histoire pour s'endormir. Là, c'est pareil, ça imite la voix du défunt. Et toi, tu peux répondre à voix haute, via justement un Alexa ou le PC ou ce que vous voulez. Bon. Donc, là, on se planche là-dessus depuis 2019, depuis qu'il a fait une conf sur les êtres virtuels, les doubles, comme ça. Des doubles qui peuvent servir d'objet transitionnel pour le deuil, mais aussi, pourquoi pas, après une rupture. Après tout, rien n'empêche de cloner ton ex pour t'expliquer, pour tourner la page. Ou pas. Je ne sais pas. Et il n'est pas seul. Hein. Il y a aussi Storyfile, qui veut faire la même chose en vidéo. Il y a aussi You Only Virtual, qui veut être donc plus personnalisé, lui, en utilisant des discussions par SMS, voire même carrément créer des plateformes de communication où tu communiquerais avec... comme Snap, enfin comme Snapchat ou WhatsApp, tu vas sur ce WhatsApp-là, mais tout est enregistré, et dès qu'il y a des interlocuteurs qui meurent, il est remplacé par son chatbot. Voilà. Oh là là. Ben oui, rien n'oblige à ne remplacer que des morts. Après tout, tu peux aussi remplacer des vivants si tu veux, pourquoi pas. Il y aura peut-être des gens qui auront des doubles de toi sous leur contrôle dans un futur proche, je ne sais pas. Alors la question évidemment, c'est est-ce que c'est sain tout ça ? Franchement, j'en sais rien, je suis pas psychologue, moi ça me tente pas du tout. Et quand on parle un bot, on parle tout seul, je veux dire, c'est plus de la thérapie ou un jeu qu'une discussion de mon point de vue. Enfin bon, je sais pas si ça peut aider certaines personnes, à la limite, pourquoi pas, j'en sais rien. En tous les cas, ce qui aide pas pour le moment, c'est que les bots proposés sont encore un petit peu, disons, basiques. Hein. Ils répondent trop souvent à côté, ils sont trop stéréotypés. Mais ça évolue très vite. On n'arrête pas de le dire, ça évolue très vite. Tout ce qui se touche la technologie des chatbots et tout ce qui concerne le langage, ça évolue quand même très très vite. Donc qui sait ce qu'il en sera dans 5 ans ? À quel point on pourra finalement reproduire ta grand-mère avec quelques milliers de SMS et 3 minutes de sa voix, et à quel point tu pourras avoir envie de te laisser abuser. Je sais pas. Sujet complexe, et je trouve tout à fait à propos pour cette saison d'Halloween. Ah oui, c'est excellent. Je me demande si d'ici quelques années, d'ailleurs, ça peut pas être des terrains d'entraînement pour les politiques. Tu sais, on parle des débats télévisés entre les finalistes de l'élection présidentielle. Du coup, si tu peux avoir un clone un peu crédible de ton adversaire politique, basé sur en plus des tonnes de prises de parole de sa part, parce que les hommes politiques sont exposés et donc il y a un corpus qui est important. Je suis sûr que ça peut faire. Bon, c'est plus limité comme potentiel de distribution d'outils, mais ça peut être sans doute un cas d'application intéressant. On va mettre ces sujets bien trop sérieux pour nous de côté pour l'instant, et on va parler un petit peu de jeux vidéo, mais quand même on reste très sérieux, hein. On va parler du dur et du matériel qui permet justement de jouer, d'obtenir les meilleures performances graphiques. Guillaume, on commence avec Raptor Lake. Mais oui, je vais profiter de cette section jeux vidéo pour tricher honteusement en parlant des nouveaux processeurs Intel, mais bon, c'est important quand on joue sur PC d'avoir un bon processeur, n'est-ce pas ? Bon, parce que ils arrivent en courant, les Raptor Lake, et puis ils ont du mordant, n'est-ce pas ? Exactement, ils arrivent en hurlant comme ça, ils mettent un énorme coup de dent à AMD, mais bon, en même temps, il n'y a pas de miracle. Je vais pas vous citer, vous inquiétez pas, tous les chiffres de tous les benchmarks, rassurez-vous, parce qu'en fait, d'un point de vue architectural, ces corps de génération 13, donc, sont quasi identiques à ceux de la génération 12. La différence se tient dans le nombre de cœurs, tout simplement, et en particulier dans le nombre de cœurs économiques.
parce que les nombres de cœurs performance, c'est les mêmes en fait. Et d'ailleurs, c'est marrant de voir ces effets de balancier comme ça quand on a en texte et on regarde assez longtemps, tu sais. Intel et AMD sont typiques pour ça. D'aussi loin que je me souvienne, il y a eu comme ça un balancier entre les deux. Mon tout premier PC, c'était un 386SX en processeur AMD d'ailleurs. Je le savais pas, il a fallu que je le démonte pour le voir. Et donc à l'époque, AMD était l'option pas chère et suffisamment performante, plus performante même des fois. Et après le Pentium qui a repris la main, le Cassis s'est débrouillé, le Pentium 3 est arrivé, mais l'Athlon a tout cassé, et puis ce fut les corps, on a eu d'autres certitudes, voilà, et donc voilà, d'architecture en architecture, de puce en puce, de port en port, voilà, j'ai jamais encore, je te le jure, je n'ai pas oublié ton corps, désolé. Bref. C'est beau. Plus récemment, les premiers Ryzen étaient un peu à la traîne en termes de performance, hein, donc ils compensaient par le nombre de cœurs, ensuite ça a été l'inverse, et aujourd'hui encore, les AMD conservent le bénéfice d'un process plus efficace, et donc Intel va les affronter sur le nombre de cœurs. Voilà, donc hop, le balancier revient, et du coup, le Core i9 13900K, donc le super haut de gamme, possède 24 cœurs, donc 8 performances. Sachant que les cœurs économes ne sont pas négligeables du tout en termes de perf, hein, quand même, et qu'il en a donc 8 de plus que le Core i9 12900K. C'est pareil sur toute la gamme, donc on envoie du cœur économe, hein, 4 de mieux en général, ou 8 de mieux pour le très haut de gamme. Pourquoi alors les cœurs parce qu'ils sont plus petits, donc on peut en caser plein effectivement assez facilement. Or, le plus gros Ryzen, le 7950X, il a 16 cœurs, mais bon, c'est des cœurs gros, ils sont beaux, mais bon, malgré tout, AMD se fait un peu déborder par le nombre. Donc en monothread, les Core i13 n'apportent pas grand-chose en fait par rapport aux 12e génération, ni par rapport au Ryzen. En multicore, par contre, ils reprennent la main. Les cœurs, eux, à la rescousse. L'écart n'est pas immense, mais il est là, et donc on peut dire que le i9 13900K est sans doute le CPU grand public le plus rapide. Et voilà, ils sont contents chez Intel. Bon, sauf que pour ça, il consomme une énergie de dingue. Ce brave i9 consomme 253 watts au maximum. Et il les utilise vraiment pour atteindre ses performances. En fait, c'est simple, tous les CPU ont des cœurs en plus, toute la gamme, et ils consomment tous plus pour pouvoir les exploiter. Donc il n'y a aucun miracle. Croyez pas que ce sont des maximums qui sont jamais atteints comme ça. Non, pas du tout. Avec Intel, c'est comme ça. Swan Break, un processus d'encodage vidéo, le i9 consomme 251 watts et monte à 83 degrés. Quand le Ryzen 7950X monte à 169 watts seulement pour des performances qui sont à peine en dessous. Et là encore, comme dans le cas de la 4090, ces puces sont poussées bien au-dessus de leur zone d'efficacité. Diviser par 2 la consommation d'un Core i9, ça divise pas par 2 ses performances, loin de là. Donc ils ont fait le calcul, Swan Break, un i9 à 253 watts consomme, quand on code de la vidéo de test, en 277 secondes. Si tu le brides à 125 watts, il le fait en 337 secondes, et non pas en 554, si ça devait être divisé par 2. Et si tu le brides à 65 watts, le processeur finit le travail en 424 secondes, alors qu'il devrait prendre plus de 1000 secondes si c'était proportionnel. Donc on voit bien que c'est pas du tout proportionnel. Et donc tout compte fait, pour encoder la même vidéo, faire le même travail, le CPU consomme 19 watts à 19 Wh à 253 watts, 11 Wh à 125 watts et 7,66 Wh à 65 watts. Dit simplement, au plus on le bride, au plus il est efficace énergétiquement. Donc, comme Nvidia, Intel se complaît à monter l'enveloppe thermique de ses puces inconsidérément pour la gloriole. La gloriole de gagner une bataille de chiffres contre son concurrent direct. Et c'est tout. Mais au final, qui c'est qui gagne ? Pas vous, EDF peut-être il gagne, mais vous non. Je vais vous choquer, et d'ailleurs je me choque moi-même en le disant, mais ça me choque d'avance. Soyez plus intelligents que les constructeurs et bridez vos puces. Voilà. Bridez votre 4090 à 300 watts, vous verrez pas la différence et vous aurez une carte silencieuse et fraîche. Bridez votre i9 à 125 watts, là pareil, silence, calme et fraîcheur, pour des perfs qui sont quasi identiques. C'est mieux pour votre facture, c'est mieux pour la planète, et je suis persuadé que vous le vivrez très bien. Ou alors acheter un processeur AMD, mais enfin c'est vrai que les prix Intel sont assez compétitifs en ce moment, donc c'est compliqué. Bon, après de toute façon, comme le commun des mortels seront contents avec des petits i5 ou des petits i3, le problème se pose beaucoup moins. Disons que ça, c'est un problème de riche. Je reste marqué par ce que tu avais expliqué dans le supplément, avec effectivement le fait de booster comme ça les perfs d'une carte, alors qu'il y a des gains assez limités en termes de perfs, mais alors par contre une consommation bien plus importante, ça c'est clair. Au petit passage, un petit complément sur la 4090, Guillaume ? On évoquait la 4090 juste tout de suite là, et donc pour faire écho à ce que je disais sur le craquage de mots de passe, confère donc le dernier supplément week-end. Alors sachez que là vient d'être testé sur H4.
Alors rapidement, donc H4, ça permet de craquer des mots de passe. En fait, c'est un logiciel qui permet de craquer des mots de passe en testant. Donc il envoie des mots de passe en clair et regarde si ça correspond au hash, à la signature cryptographique qu'on a récupéré lors d'un leak ou lors d'un hacking. Bon, voilà. Et si c'est le cas, le mot de passe est craqué, il est déchiffré quelque sorte. Donc H4, il fait de la force brute. Avec une 4090, il atteint les 300 GHz par seconde, soit 300 milliards de mots de passe testés par seconde. Et alors, il y a aussi d'autres. Alors, ça, c'est pour un algo qui va assez vite. Il y a des algos qui vont beaucoup moins vite, heureusement. Et eux, c'est seulement 200 000 mots de passe testés par seconde. Bon, quand même, Sam Crowley, qui est un pro du domaine, donne des chiffres qui font un peu peur. Un rack de 8 GeForce 4090 peut craquer un mot de passe de 8 caractères en 48 minutes. Donc, et en totale force brute, hein. C'est-à-dire on n'utilise même pas de dictionnaire et de variation dessus, pure force brute. Donc avec le dictionnaire, ça doit être assez incroyable. Donc au passage, c'est 2 fois mieux que la 3090. Et oui, les cartes graphiques sont aussi utilisées pour ça, pour craquer des mots de passe. Ça marche très bien. Ça ne sert donc pas qu'à jouer. Et après, le binge-watching qui a ses détracteurs, hein, j'ai l'impression, et puis ses enthousiastes. Je pense notamment à une discussion qu'on avait eue, Guillaume, lorsque The Mandalorian était sorti, et où tu dénonçais le fait que tu trouvais ça complètement débile de sortir les épisodes semaine après semaine. On se posait un petit peu la question de la force de rayonnement que pouvait avoir la sortie d'une série. Est-ce qu'il faut la sortir en une fois ou en plusieurs semaines? C'est assez intéressant ce sujet, je trouve. Alors c'est marrant parce qu'effectivement, moi, personnellement, ça me saoulait d'avoir en plus le Mandalorian. Des fois, les épisodes sont vraiment courants. Il faut pas sortir la saison 2. Et c'était assez artificiel. C'était pas. J'ai trouvé ça chiant sur le moment. Mais bon, je comprends très bien l'idée que tu restes abonné plus longtemps. Voilà. Ouais. Par contre, Netflix, pour le coup, qui est un grand pourvoyeur et promoteur du binge-watching, ils ont encore affirmé récemment que sortir les séries tout en bloc, c'était la meilleure solution pour t'aliéner devant ton écran le plus longtemps possible et que du coup ils en étaient très satisfaits. Ils le disent pas comme ça. Ah bon, enfin. Presque. Et donc voilà, bon, alors, le truc c'est que donc de ce côté-là ils sont contents, ça a l'air de marcher. Mais ils sont pas complètement contents parce que on pourrait passer encore plus de temps sur Netflix si on passait moins de temps à jouer. Mais bon, on aime bien jouer aussi. Et donc Netflix, il veut se lancer dans le gaming. Bon, ça on le sait déjà, mais même dans le cloud gaming. Donc c'est Mike Verdiu qui le dit à Protocol. Le but, c'est d'aller chercher des non-abonnés récalcitrants devant leur PC, leur TV, comme ça, et puis les traîner par la peau du cou chez Netflix. Alors, ça va pas être facile, étant donné qu'ils ont quand même un tout petit peu de retard sur Xbox, hein, qui a à peu près le seul service qui marche vraiment, hein, finalement, puisque, écoute, Stadia est mort assassiné d'un coup de poignard dans la jugulaire, GeForce Now est confidentiel, Luna, je sais pas. Bref, Netflix a Microsoft, il a Microsoft en face de lui, et quand même, c'est stock à Microsoft. Donc c'est pas de nature à rassurer. Ils veulent partir doucement et tranquille, et voir au fur et à mesure, donc ils vont continuer à faire des jeux standards, on va dire, voilà. Ils en auraient 55 en cours, et on verra bien comment ils vont déployer ça. Alors je sais que ça paraît connexe à ce qu'ils font, hein, puisqu'ils font du streaming déjà, mais c'est quand même très différent. Techniquement, ils n'ont pas de serveur. Les serveurs qu'ils ont, c'est pour de la vidéo, donc c'est vraiment dédié à la vidéo, le stockage et le streaming de la vidéo, donc du transcodage, ce genre de trucs. Mais ils ont rien qui puisse faire tourner un jeu, ça fait pas tourner de jeu, ça fait faire tourner des jeux 3D en particulier, donc il va falloir qu'ils s'équipent de serveurs puissants, donc coûteux, et qu'ils certifient aussi toute leur connectivité pour qu'il y ait une latence minime, etc. Parce que pour ça, ils s'en foutent, hein. Ils envoient le film, si vous le recevez 2 secondes plus tard, tant qu'il n'y a pas de... voilà, ils s'en foutent. Hein. Donc, alors que c'est évidemment très différent pour le cloud gaming. Donc, c'est pas évident du tout. Et puis évidemment, après, il y a la question du contenu. Voilà, Microsoft, il fait du jeu depuis plus de 20 ans maintenant. Ils ont une armée de studios internes et que ça en devient indécent. Et Netflix, il a quelques jeux mobiles. Donc, tu m'étonnes qu'ils veulent commencer d'où. Bon, faut pas partir battu d'avance, hein. Netflix, ils ont prouvé qu'ils pouvaient créer leur propre sillon. Mais bon, c'est quand même ambitieux, ça va demander beaucoup d'investissement. Écoute, je crois qu'il faut s'attendre à des augmentations des prix des abonnements. À très bientôt. C'est ce qui est assez différent des précédentes transformations ou des évolutions de Netflix, c'est que précédemment, ils n'étaient pas trop attendus, en fait. C'était des transformations qui ont eu lieu et qui ont démontré à quel point c'est une entreprise qui, effectivement, savait s'adapter. Là, j'ai l'impression qu'ils se heurtent quand même à un mur. Alors, même s'ils ont limité l'érosion d'abonnés qu'on avait déjà relayé, ils ont quand même besoin de trouver des relais de croissance qui sont très importants, parce que
sinon je crains malheureusement que le service ne puisse pas survivre très 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 longtemps dans les conditions actuelles. Et donc là, c'est un sujet de transformation à marche forcée, et donc ce sera intéressant de voir effectivement s'ils arrivent là aussi à tirer leur épingle du jeu. Ils ont un peu de ressources encore et j'imagine qu'ils ont plein d'idées dans leur carton, et on sera là pour vous les relayer avec un immense plaisir. J'espère vraiment que cet épisode vous aura intéressé, vous aura plu. Si c'est le cas, je ne peux que renouveler mon appel en intro de cet épisode, c'est que si vous ne participez pas déjà au financement participatif sur patreon.com/techcafé en échange de quelques euros pour les épisodes hebdomadaires, écoutez, je vous invite en tout cas à aller jeter un coup d'œil pour essayer de vous renseigner un petit peu plus. N'hésitez pas aussi à venir sur Discord où il subsiste une ambiance très conviviale, très agréable et très chaleureuse entre amis, j'allais dire. Donc on parle finalement assez peu du podcast, on parle un petit peu de tech, mais aussi de plein d'autres choses. Donc si vous voulez retrouver un espace d'échange qui soit assez sain et assez convivial, rendez-vous sur le Discord de Tech Café, dont le note figure dans justement les notes de l'épisode. Et puis évidemment, je ne peux que vous encourager une nouvelle fois à aller déposer un avis sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict. On sera ravis de les citer. Surtout, on va le dire, on va être transparent avec vous, surtout s'ils sont gentils, parce que les méchants avis, on les ignore. Copieusement, on les met de côté. C'est pas vrai, en plus on les lit aussi. C'est le moment de vous rappeler où on peut nous retrouver à titre individuel. Guillaume, je suis persuadé qu'il y a un moyen de te retrouver. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Écoute, je vais essayer de m'inclure en Où est Charlie sur une immense image créée par Stable Diffusion. Oui, bonne idée ça peut être rigolo. N'hésite pas à nous le partager, et puis on fera peut-être un défi, je sais pas, il y aura un truc à trouver pour les auditeurs de Tech Café. Merci beaucoup pour la préparation de cet épisode, Guillaume. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et probablement dans quelques jours dans un prochain épisode de Tech Café, en sachant que le prochain épisode ne sera pas un supplément habituel. Restez abonnés pour en savoir un petit peu plus, peut-être un sujet un petit peu plus thématique cette fois-ci. Rendez-vous en tout cas dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.